Je n'aurais jamais cru me retrouver à vivre le genre de chaos dont on parle dans les tabloïds. Mais j'étais là, au milieu de ma propre vie, brisée en 1 million de morceaux acérés. Je m'appelle Marc Perrin. J'ai 37 ans et je suis marié depuis 8 ans à la femme que je croyais être mon âme sœur, Juliette. Mais les âmes sœurs ne font pas de choses dans votre dos, n'est-ce pas? Le soir où tout a commencé, je débarrassais la table après le dîner. Juliette avait inventé une excuse, disant qu'elle devait encore rester tard au travail. Sa 5e soirée tardive ce mois-là. Des échéances, avait-elle dit, la voix aussi plate que son explication. Je n'y croyais pas, mais j'ai laissé couler. Je ne voulais pas être le mari paranoïaque. Ce n'est que lorsque je suis allé jeter des ordures et que j'ai vu son téléphone s'allumer sur le comptoir que j'ai compris que quelque chose clochait. Le nom qui clignotait sur l'écran ne m'était pas familier. Bruno. La curiosité a pris le dessus et j'ai tapé sur le message. J'ai hâte de te voir ce soir. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps, disait-il. J'ai eu l'estomac noué. Le sang bourdonnait dans mes oreilles. J'ai fait défiler l'écran plus bas, le cœur battant comme un tambour de guerre. Les messages n'étaient pas seulement suggestifs. Ils étaient explicites. Des projets, des descriptions de rencontres, et même des photographies. J'ai eu un trou de mémoire, comme si un fusible avait sauté dans mon cerveau. Il ne s'agissait pas d'une erreur innocente. C'était Juliette, ma femme, ma partenaire, la femme qui avait juré de m'aimer, en train de me trahir de la manière la plus humiliante qui soit. Lorsqu'elle est rentrée, je tremblais. Je n'arrivais pas à décider si je devais exploser de rage ou fondre en larmes. Le pire, c'est que lorsque je l'ai confrontée, j'ai vu le changement dans ses yeux. Ni culpabilité, ni remords, juste une défiance froide et indifférente. « Pourquoi as-tu fouillé dans mon téléphone, Marc ?» a-t-elle lancé, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. « Qui est ce putain de Bruno ?» ai-je exigé, en agitant le téléphone sous son nez. Sa lèvre s'est retroussée. « Tu es tellement dramatique. C'est juste un ami. Les amis ne s'envoient pas de messages pour dire qu'ils voudraient rester plus longtemps au lit, ai-je rétorqué, la voix brisée. « Mon Dieu, tu manques tellement de confiance en toi », a-t-elle craché en levant les yeux au ciel. « C'est pour ça que je ne supporte plus d'être près de toi. Tu m'étouffes. » Je l'étouffais. J'ai serré la mâchoire si fort que ça m'a fait mal. Je ne reconnaissais pas la femme qui se tenait devant moi. Ce n'était pas la Juliette aimante et attentionnée que j'avais épousée. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui mentait sans effort et qui rejetait la faute sur moi. J'avais envie de crier, de la secouer et de lui faire comprendre ce qu'elle m'avait fait. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était la fixer avec incrédulité. Et puis elle a lâché une bombe. « Tu sais quoi? Tu devrais peut-être arrêter de faire semblant que nous sommes heureux, Marc, » a-t-elle dit, d'un ton venimeux. Bruno me fait me sentir vivante. Tu n'as pas fait ça depuis des années. Ces mots m'ont frappé comme une massue. Des années. Je travaillais tard pour essayer de construire notre avenir. Je pensais que nous étions dans la même équipe. De toute évidence, j'avais tort. Alors qu'elle montait les escaliers en trombe, marmonnant quelque chose sur le fait qu'elle n'avait pas à supporter ça, j'ai senti ma poitrine se serrer. La rage en moi menaçait de déborder. Mais ce n'était que le début d'un cauchemar que je n'avais pas vu venir. Le lendemain, j'ai décidé qu'il me fallait des réponses. De vraies réponses, pas ces mensonges. J'ai commencé à creuser, suivant les miettes qu'elle avait laissées négligemment derrière elle. Des relevés bancaires, des reçus étranges, et d'autres messages qu'elle n'avait pas pris la peine d'effacer. Chaque preuve brossait un tableau encore plus sombre. Juliette ne m'avait pas seulement trahi sur le plan émotionnel. Elle avait fait entrer son amant dans notre maison. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était la guerre. Le soir suivant, j'avais fini de jouer au détective. J'avais assez de preuves pour remplir un classeur et assez de colère pour faire exploser le toit de notre maison. Mais ce qui m'a poussé à bout, ce ne sont pas les SMS ou les reçus. C'est de le voir. Juliette pensait que je travaillerais tard. Elle ne s'attendait pas à ce que je rentre plus tôt. Je me suis engagé dans l'allée et j'ai aperçu un SUV noir inconnu garé à l'extérieur. Mon instinct m'a dit à qui il appartenait, et je ne me suis pas trompé. Je me suis glissé dans la maison, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Des voix flottaient depuis le salon. La sienne, légère, enjouée, la sienne à lui,
grave et suffisante. Il riait, riait. Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. Une partie de moi voulait partir, faire un sac et ne jamais se retourner. Mais l'autre partie, celle alimentée par la trahison et l'humiliation, m'a poussé en avant. Quand je suis entré dans le salon, Juliette s'est figée en plein rire. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Et Bruno, eh bien, il a juste souri en coin, un grand sourire plein d'assurance qui m'a fait bouillir le sang. Marc, a commencé Juliette, la voix dégoulinante de fausse innocence. Que fais-tu à la maison? Je pourrais te poser la même question, ai-je dit, les yeux fixés sur Bruno. Il n'a même pas bronché. Le salaud. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit, cherchant déjà des excuses. Oh, je crois que c'est exactement ce que je vois, ai-je rétorqué. Ma voix tremblait, mais je suis resté campé sur mes pieds. Tu l'as amené dans notre maison. Dans ma maison? Eh, mec, a dit Bruno, en se penchant en arrière comme s'il était le maître des lieux. Tu devrais peut-être te calmer. Juliette avait dit que tu réagirais de manière excessive. C'en était trop. Ce ton suffisant, ce rejet désinvolte de tout ce que j'avais construit avec Juliette. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis jeté sur lui, les poings serrés, mais il était plus rapide que je ne le pensais. Il m'a repoussé violemment, et j'ai trébuché contre la table basse. Juliette a crié, mais pas sur lui, sur moi. Marc, arrête. Tu te comportes comme un fou, a-t-elle hurlé. Bruno s'est tenu au-dessus de moi, son sourire narquois remplacé par quelque chose de plus sombre. Tu es pathétique, tu le sais, a-t-il ricané. Pas étonnant qu'elle ait voulu quelqu'un d'autre. Avant que je puisse répondre, il s'est baissé, a attrapé mon téléphone par terre et l'a fracassé contre le mur. Tu n'appelleras personne, a-t-il dit d'une voix basse et menaçante. Je vais te détruire maintenant. Un instinct primaire a pris le dessus. Je me suis remis sur mes pieds et j'ai foncé vers le garage, l'esprit à toute vitesse. J'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Ma main s'est posée sur un marteau et sans réfléchir, je me suis retourné pour lui faire face. Il m'avait suivi dans le garage, les poings serrés, la démarche lente et délibérée. Tu crois que tu vas me faire peur avec ça, a-t-il provoqué. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai frappé. Le marteau a percuté son front, et il s'est effondré comme une poupée de chiffon. Juliette a hurlé en courant dans le garage, le visage pâle. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, s'est-elle écriée, se précipitant aux côtés de Bruno. Ce qui ne va pas chez moi, ai-je crié, ma voix résonnant sur les murs. Tu amènes ce type chez moi, tu le laisses me menacer, et c'est moi le fou. Il saigne, a-t-elle sangloté, en berçant la tête de Bruno. Tant mieux, ai-je rétorqué, en jetant le marteau sur l'établi. Maintenant, sors-le d'ici avant que j'appelle les flics. Elle a relevé la tête brusquement, les yeux foudroyants de fureur. Appeler les flics? Tu viens de l'agresser. Tu vas aller en prison. Peut-être, ai-je dit, d'une voix froide et assurée. Mais je m'assurerai qu'il soit au courant de chaque centime que tu as volé sur notre compte commun et de chaque SMS que tu as envoyé à cette raclure. On va voir comment ta petite fantaisie parfaite tient la route. Puis elle m'a lancé un regard noir, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Pour une fois, elle n'avait pas de répartie cinglante. Tu as 5 minutes pour le sortir d'ici, ai-je dit, en passant devant elle. Après ça, je porte plainte pour violation de domicile. Oh, et Juliette, ne pense pas une seule seconde que tu resteras ici ce soir. Je suis sorti du garage pour me retrouver dans la nuit, l'air frais me frappant le visage comme une gifle. Mes mains tremblaient et j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Mais je n'en avais pas encore fini. Loin de là. Tout cela n'allait pas se terminer par un simple coup sur la tête. Ce n'était que le début. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pas même une seconde. Au lieu de cela, je me suis assis dans la pénombre de mon bureau, élaborant un plan si infaillible que ni Juliette ni son amant souriant ne le verraient venir. Il ne s'agissait plus seulement de justice. Il s'agissait de reprendre le contrôle. Quand Juliette est finalement revenue dans la maison après avoir traîné le corps inerte de Bruno dehors, elle ne m'a pas adressé la parole. Elle a monté les escaliers d'un pas lourd, a claqué la porte de la chambre et l'a verrouillée. Cela me convenait très bien. Je n'avais pas besoin d'entendre une énième excuse ou des excuses bâclées. Au matin, ma décision était prise.
La première étape devait la frapper là où ça faisait le plus mal. Sa petite image parfaite. J'ai passé des heures à rassembler toutes les preuves dont je disposais. Des captures d'écran de SMS, des relevés bancaires montrant des retraits inexpliqués, et une copie de ces emails que je m'étais transférés des mois auparavant. Depuis que j'avais remarqué son comportement étrange, chaque mensonge qu'elle avait raconté était mis à nu. Chaque trahison était cataloguée dans les moindres détails. Une fois que j'ai tout eu, j'ai mis le tout sur un espace de stockage en ligne sécurisé avec un titre que seule Juliette pourrait comprendre, La vérité sur toi. L'étape suivante était plus personnelle. J'ai d'abord appelé sa famille. Ses parents et sa jeune sœur, des personnes qu'elle idolâtrait et qu'elle ne supportait pas de décevoir. Bonjour, Madame Moreau, ai-je dit, d'une voix posée mais froide. J'ai pensé que vous devriez savoir ce que Juliette a fait. Vous devriez peut-être vous asseoir pour ça. Quand j'ai eu fini de m'expliquer, sa mère était en larmes. Son père était furieux. Et sa sœur a juré qu'elle ne lui adresserait plus jamais la parole. Ce n'est pas tout, ai-je ajouté. Elle a aussi retiré de l'argent de notre compte commun. Des milliers d'euros. Je pensais que vous voudriez le savoir, puisqu'elle vous a emprunté 4600 € le mois dernier. N'est-ce pas? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Elle a fait quoi? A finalement dit son père, la voix tremblante. Oui. J'ai pensé que vous préféreriez l'entendre de ma bouche avant qu'elle n'essaie de vous raconter une de ses histoires. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. La première étape était achevée. Le filet de sécurité de Juliette avait disparu. Ensuite, j'ai appelé nos amis communs. Jusqu'au dernier. Je leur ai dit la vérité, sans omettre aucun détail. Les textos, l'argent volé, l'autre homme, tout. La plupart d'entre eux étaient sous le choc. Quelques-uns ont été étrangement silencieux, ce qui m'a fait réaliser qu'ils en savaient probablement plus qu'ils ne l'admettraient jamais. Juliette avait des alliés, mais maintenant j'en avais aussi. La dernière étape, mon avocat. Je n'étais pas assez naïf pour penser que je pourrais gérer cela sans aide juridique. Lorsque Juliette s'est réveillée ce matin-là, on lui a signifié les papiers du divorce. J'y avais inclus une liste d'exigences. La maison, le remboursement de l'argent qu'elle avait volé, et un accord de séparation immédiate. Je n'ai pas fait ça discrètement. Oh, que non. Je me suis assuré que l'huissier se présente alors qu'elle prenait son café sous le porche de la maison, encore groggy par le chaos de la nuit précédente. L'expression de son visage lorsqu'elle a vu l'enveloppe n'avait pas de prix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a-t-elle lancé en entrant dans la maison avec fracas. Les papiers du divorce, ai-je dit sans même lever les yeux de mon ordinateur portable. Félicitations, Juliette. Tu es enfin libre d'être avec Bruno. Son visage est devenu rouge pivoine. Tu es fou. C'est de la folie. Je ne signerai pas ça. Tu le feras, ai-je dit calmement. Parce que si tu ne le fais pas, je ferai en sorte que tout le monde sache exactement qui tu es. Ta famille le sait déjà. Nos amis aussi. Et si tu me pousses à bout, j'irai aussi voir ton patron. On verra bien ce que tes collègues pensent de quelqu'un qui vole son propre mari. Sa mâchoire s'est décrochée et, un instant, j'ai cru qu'elle allait me lancer la tasse de café qu'elle tenait. Au lieu de cela, elle l'a claqué sur le comptoir et est sortie en trombe, marmonnant des jurons dans sa barbe. Mais le mieux, c'est que ce n'était même pas le point culminant de ma journée. L'après-midi même, j'ai reçu un appel de la police. Il s'est avéré que Bruno avait été emmené à l'hôpital et avait signalé l'agression. Mais ce dont il ne se rendait pas compte, c'est que j'avais déjà déposé ma propre plainte, accompagnée des images de vidéosurveillance du garage le montrant en train de se jeter sur moi en premier. Lorsque les policiers se sont présentés à ma porte, je leur ai remis une clé USB contenant tout ce dont ils avaient besoin. À la fin de la journée, c'est Bruno qui s'est retrouvé en garde à vue pour violation de domicile et agression. Juliette est rentrée chez elle ce soir-là pour découvrir que son amant était en prison, que sa famille refusait de répondre à ses appels, et que son mari souriait pour la première fois depuis des semaines. Tu crois avoir gagné, a-t-elle sifflé, se tenant dans l'embrasure de la porte comme une méchante de dessin animé. Oh, je n'ai même pas encore commencé, ai-je dit en m'adossant à ma chaise. Mais je dois avouer que ça a été une bonne journée. Le lendemain matin, la vie soigneusement orchestrée de Juliette s'effondrait plus vite qu'elle ne pouvait la recoller. Elle pensait avoir traversé la tempête après que je lui ai fait remettre les papiers, mais elle n'avait aucune idée que je ne me contentais pas de mettre fin à notre mariage.
Je démantelais son monde morceau par morceau pendant qu'elle était sortie Dieu sait où, probablement en train de pleurer auprès de l'un de ses amis qui faisait semblant d'être de son côté. J'étais occupé à préparer ma prochaine action. Cette fois, il s'agissait de l'exposer publiquement. Je ne voulais pas seulement me venger. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti. Humilié, trahi, détruit. J'ai commencé par télécharger le fichier « La vérité sur toi » sur un lien privé mais accessible. Je me suis assuré qu'il ne contenait rien d'autre que des faits concrets, des captures d'écran de ses textos avec Bruno, une copie de ses relevés bancaires montrant l'argent manquant, et pour faire bonne mesure, une chronologie de ses mensonges méticuleusement élaborés avec des reçus et des dates. Ensuite, j'ai envoyé le lien de façon anonyme à toutes les personnes qui comptaient pour elle. Son patron, ses collègues, son club de loisirs, même son professeur de yoga. C'était impitoyable, certes, mais il ne s'agissait pas seulement de son infidélité. Il s'agissait d'exposer la vraie Juliette Moreau, celle qu'elle avait cachée derrière ce sourire parfait pendant des années. Dans l'après-midi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des amis communs appelaient pour demander si c'était vrai. Certains étaient horrifiés. D'autres ont admis qu'ils se doutaient de quelque chose depuis un moment, mais le meilleur appel est venu de Juliette en personne. « Espèce de salaud » a-t-elle crié dès que j'ai décroché. « Sais-tu ce que tu as fait ? Mon patron vient de me mettre en congé sans solde à cause de ton petit coup monté. » Oh, tu veux dire le patron à qui tu as menti sur la raison pour laquelle tu prenais sans arrêt des jours de congé maladie pour rejoindre Bruno, ai-je répondu, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Ouais, je suis sûr qu'il est vraiment en colère contre moi. Marc, je jure devant Dieu. Tu jures devant Dieu quoi, Juliette, les jeux interrompus, la voix montant. Que tu vas faire quoi? Ruiner ma vie? Flash info, tu as déjà essayé de le faire. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Elle a raccroché, mais pas avant que je ne l'entende sangloter. Tant mieux. Mais ce n'était pas fini. Il y avait encore Bruno. Je n'étais pas satisfait de le voir croupir dans une cellule de prison pendant quelques jours. Non, ce n'était qu'un échauffement. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'il vivait avec sa petite amie, nommée Amandine. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il fabriquait. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Quand je l'ai appelé, je m'attendais à de l'indignation, peut-être à du déni. Ce à quoi je ne m'attendais pas, ce fut à un éclat de rire. Oh, vous pensez que vous êtes le premier mari à m'appeler au sujet de Bruno, a dit Amandine, d'un ton tranchant comme un couteau. Ce minable me trompe depuis des années. Je ne le garde près de moi que parce qu'il est utile pour payer le loyer. Eh bien, il ne paiera plus rien depuis une cellule de prison, ai-je dit. Et je dois ça à un marteau. Amandine a fait une pause, puis a lâché un rire sombre. Je vais peut-être passer prendre le reste de ses affaires pendant qu'il est enfermé. J'avais de toute façon l'intention de le mettre à la porte. C'était presque trop parfait. L'homme qui croyait pouvoir tout m'enlever n'avait plus rien lui-même. Mais le destin n'en avait pas encore terminé avec Juliette et Bruno. Ce soir-là, alors que je m'installais avec un verre pour regarder les retombées de l'affaire se dérouler sur les réseaux sociaux au car oui, le lien y avait fait son chemin, Juliette s'est présentée à la maison. Elle était dans un état pitoyable, les cheveux ébouriffés, du mascara coulant sur son visage et serrant une pile de papier comme si sa vie en dépendait. « Marc » a-t-elle dit, la voix tremblante. « S'il te plaît, parlons. »« Oh, maintenant tu veux parler » ai-je dit en m'appuyant contre l'encadrement de la porte. Après avoir menti, triché, volé et amené ce clown dans notre maison. Tu as de la chance que je ne porte pas plainte pour ce qu'il a fait. Elle m'a tendu les papiers, les mains tremblantes. Je vais signer les papiers du divorce, tous. Tu peux garder la maison, l'argent, tout. Mais s'il te plaît, arrête. Arrêtez quoi, ai-je demandé, d'un ton glacial. De dire la vérité. C'est tout ce que j'ai fait, Juliette, exposer la vérité. Sa lèvre a tremblé. Et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle allait vraiment s'excuser. Mais au lieu de cela, elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a retourné la situation contre moi. Tu as ruiné ma vie, Marc, a-t-elle craché, la voix s'élevant. Tu ne voulais pas seulement me quitter. Tu as voulu me détruire. Tu es un monstre. J'ai ri. Un rire profond et amer venu de quelque part dont j'ignorais même l'existence. Ruiner ta vie. Juliette, tu as fait ça toute seule. Tout ce que j'ai fait,
c'est mettre en lumière le désordre que tu as créé. Elle est restée là, bouillonnante de rage, jusqu'à ce qu'elle me jette finalement les papiers et s'enfuit dans la nuit. Je l'ai regardée partir, le poids sur ma poitrine se soulevant lentement. Le lendemain matin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Juliette avait signé les papiers du divorce. Bruno se refroidissait encore dans une cellule de prison, et sa réputation à elle était en ruine. Mais quelque chose clochait. C'était peut-être le calme, ou peut-être le sentiment tenace que Juliette n'avait pas fini de jouer. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de ne pas baisser ma garde. Cette décision m'a sauvé la vie. Au milieu de l'après-midi, une voiture de police s'est garée dans l'allée. 2 agents ont frappé à ma porte, leurs expressions indéchiffrables. « Marc Perrin ?» a demandé l'un d'eux. « Oui, c'est moi », ai-je répondu, l'estomac noué. « Vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures aggravées ?» a-t-il dit en sortant une paire de menottes. « Quoi ?» Mon cœur a chaviré. C'est absurde. Bruno m'a attaqué. Il y a des enregistrements vidéo. Gardez ça pour le poste. L'officier m'a coupé la parole. Ils m'ont embarqué dans la voiture. Mes voisins me regardaient avec des yeux ronds pendant qu'on m'emmenait. Au commissariat, on m'a montré les preuves. Une vidéo granuleuse provenant du téléphone de Juliette. L'angle était parfait, me montrant en train de balancer le marteau sur Bruno, mais coupant opportunément ce qui s'était passé avant. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Juliette m'avait tendu un piège. Des heures plus tard, j'ai été libéré sous caution grâce à mon avocat. Mais le mal était fait. La photo de mon arrestation était déjà placardée sur les réseaux sociaux avec des titres comme « La vengeance brutale d'un mari va trop loin ». J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi que mon téléphone a commencé à vibrer. Des appels, des SMS, des emails, tous de personnes qui m'avaient soutenu mais qui voulaient maintenant des réponses. Juliette jouait la victime et les gens y croyaient. Cette nuit-là, je me suis assis dans le noir, l'esprit à 100 à l'heure. Elle n'essayait pas seulement d'échapper au désordre qu'elle avait créé. Elle essayait de m'y enterrer avec elle. Les officiers m'avaient traîné au poste comme un vulgaire criminel. Je n'arrêtais pas de repasser en boucle le regard suffisant de Juliette lorsqu'il m'avait passé les menottes. Elle avait planifié cela, son dernier geste désespéré pour renverser la situation. Le monde entier allait la voir comme la victime tandis que je deviendrais le monstre de sa tragédie soigneusement construite. Assis dans la salle d'interrogatoire, j'ai réalisé à quel point sa trahison était profonde. La vidéo montée était accablante. Sans contexte, elle me dépeignait comme un agresseur déséquilibré. Le marteau dans ma main était la seule preuve dont quiconque avait besoin. Mais je n'avais pas fini de me battre. J'ai exigé de voir mon avocat et je suis resté silencieux pendant que les officiers me cuisinaient. Il n'avait pas grand-chose en dehors des preuves de Juliette et de sa déclaration larmoyante. Après ce qui m'a semblé durer des heures, j'ai été libéré sous caution. Mon avocat, Thomas, est venu me chercher, le visage sombre. « Ce n'est pas bon, Marc », a-t-il dit pendant que nous roulions. La vidéo est déjà assez mauvaise, mais Juliette joue parfaitement la victime. L'opinion publique se retourne contre toi. J'ai serré les poings. Elle ment, Thomas. Il y a les images de mes caméras de sécurité, non montées. Et je parie qu'elle a plus de cadavres dans le placard que quiconque ne le sait. Thomas a hoché la tête, mais son expression n'a pas changé. Tu dois te préparer à te battre. Il ne s'agit plus seulement du système judiciaire. C'est une guerre de l'opinion publique. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, je suis resté assis à mon bureau, passant en revue chaque preuve en ma possession. Juliette voulait m'enterrer, mais elle avait sous-estimé jusqu'où j'étais prêt à aller. D'abord, j'ai contacté la société de sécurité et j'ai demandé les images brutes du garage. En moins d'une heure, j'avais le fichier dans ma boîte de réception. Le regarder a de nouveau fait bouillir mon sang. Tout était là. Bruno se jetant sur moi, brisant mon téléphone et me menaçant avant que je ne me défende. Ensuite, j'ai passé au peigne fin les comptes de Juliette sur les réseaux sociaux. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver un schéma récurrent. Des photos de dîners somptueux, de journées au spa et d'escapades le week-end, dont je n'avais jamais fait partie. Elle avait étalé sa liaison au grand jour. Mais le véritable gros lot est tombé lorsque j'ai piraté notre compte email commun. Ce n'était pas difficile. Juliette ne prenait jamais la peine de changer ses mots de passe.
Cachée dans un dossier marqué « Personnel », se trouvait une chaîne de mails entre elle et Bruno. Et c'est là que je l'ai trouvée. La preuve irréfutable. Ils avaient tout planifié, de ma provocation dans le garage au montage de la vidéo pour me faire passer pour l'agresseur. Ils avaient même plaisanté sur l'air stupide que j'aurais en essayant de m'expliquer. Je me suis transféré les emails, sentant une froide satisfaction m'envahir. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. C'était la justice. Le lendemain, je suis retourné voir Thomas avec tout ce que j'avais découvert. Il a tout examiné en silence, les yeux plissés en lisant les emails. Cela change tout, a-t-il finalement dit. La vidéo modifiée est irrecevable maintenant que nous pouvons prouver qu'elle a été manipulée. Et les emails, leur préméditation. C'est une association de malfaiteurs. Bien, ai-je dit, d'une voix dure. Faisons-les payer. Thomas s'est mis au travail immédiatement, déposant des requêtes pour abandonner les poursuites contre moi et lancer une enquête sur Juliette et Bruno. Pendant ce temps, j'ai pris les choses en main. J'ai divulgué en ligne la vidéo non montée ainsi que les emails accablants. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai écrit une publication détaillée expliquant tout, de la liaison de Juliette à ses tentatives de me piéger. J'y ai inclus des preuves, des horodatages et une chronologie claire des événements. En quelques heures, Internet a explosé. Le récit s'est inversé. Des mots dièses comme Juliette lamenteuse et justice pour Marc ont été en tête des tendances mondiales. Les gens ont disséqué le moindre détail, transformant les mensonges de Juliette en mème et traînant sa réputation dans la boue. Son monde s'est effondré du jour au lendemain. Mais le jugement n'était pas encore terminé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Amandine, l'ex de Bruno. Sa voix était perçante, mais il y avait un sous-entendu de satisfaction. « Devine qui vient de se faire virer », a-t-elle dit. « Quoi, Bruno ?» Elle a répondu, « J'ai envoyé à son patron ces emails que tu as divulgués. Il s'avère qu'il ne voit pas d'un très bon œil les employés qui complotent pour faire accuser des gens de crime. Oh, et j'ai jeté ses affaires sur le trottoir. S'il a de la chance. » Les éboueurs ne les ont pas encore ramassés. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pour une fois, l'univers semblait être de mon côté. Mais Juliette n'allait pas tomber sans faire de bruit. Elle s'est pointée chez moi ce soir-là, tambourinant à la porte comme une folle. « Marc, ouvre » a-t-elle hurlé. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé crier. Je voulais laisser les voisins voir la vraie Juliette Moreau. Finalement, elle s'est affaissée contre la porte en sanglotant. « Pourquoi me fais-tu ça » a-t-elle gémi. J'ai ouvert la porte juste assez pour la regarder dans les yeux. « Te faire ça, à toi » ai-je dit, la voix basse et froide. « Tu t'es fait ça toute seule, et maintenant, tu en paies enfin le prix. » Elle m'a fixé, le visage froissé. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'excuser, mais au lieu de cela, elle a craché à mes pieds et s'est éloignée dans la nuit. À la fin de la semaine, les poursuites contre moi ont été abandonnées. Juliette et Bruno, en revanche, faisaient face à des accusations pénales pour association de malfaiteurs, diffamation et fraude. J'ai regardé les reportages à la télévision avec une satisfaction tranquille. Les journalistes disséquaient chaque détail de leur stratagème, leurs visages placardés sur tous les écrans. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Juliette avait essayé de me détruire, mais tout ce qu'elle avait réussi à faire, c'était se détruire elle-même. Avec l'abandon des charges et la révélation des mensonges de Juliette, je pensais que la tempête était enfin passée. Mais il s'est avéré que ma vie était sur le point de prendre une tournure que je n'aurais pas pu anticiper, même dans mes imaginations les plus sombres. Un soir, environ 2 semaines après la frénésie médiatique, j'ai reçu un colis anonyme sur le pas de ma porte. Il était enveloppé dans du papier kraft ordinaire, sans adresse d'expédition. Normalement, j'aurais été prudent, mais la curiosité a pris le dessus. À l'intérieur se trouvait une épaisse pochette cartonnée remplie de documents. À première vue, cela ressemblait à des documents juridiques, des relevés bancaires, des reçus et des notes manuscrites. Mais en creusant davantage, un frisson m'a parcouru l'échine. Le dossier était rempli de preuves de l'autre vie de Juliette. Il s'est avéré que Bruno n'était pas sa seule liaison. Il y en avait eu 3 autres, s'étalant sur des années de notre mariage. L'un d'eux était un collègue, un autre un homme de sa salle de sport et le dernier, à ma grande surprise, était un entrepreneur que nous avions embauché pour rénover la salle de bain 2 ans auparavant. Chaque liaison avait sa propre histoire sordide.
Et Juliette ne s'était pas contentée de coucher à droite et à gauche. Elle avait volé. Chaque homme avec qui elle s'était engagée avait financé son mode de vie sans le savoir. Elle m'avait siphonné de l'argent. Elle avait embobiné ses amants pour qu'ils lui fassent des cadeaux et avait même contracté des prêts à leur nom. Une note en particulier a retenu mon attention. Elle était griffonnée sur un bout de papier et coincée entre 2 pages de reçu. L'écriture était tremblante, mais c'était incontestablement la sienne. Le tempérament de Bruno est un problème. S'il découvre pour Grégoire, il va péter les plombs. Il faut le distraire. Si les choses tournent mal, Marc sera le bouc émissaire. J'ai fixé la note pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité ou de trahison. C'était de la destruction préméditée. Je ne pouvais m'empêcher de me demander qui avait envoyé le dossier. Aucun des amants ne l'aurait dénoncé. Ils avaient trop à perdre. Puis j'ai compris. Amandine, l'ex de Bruno. Elle devait avoir accès à ses emails et avait déniché toutes les saletés qu'elle pouvait trouver. Aussi reconnaissant que je fusse, ce dossier était plus qu'une simple révélation. C'était une arme. Le lendemain, j'ai organisé une réunion avec mon avocat, Thomas. Je lui ai tendu le dossier et ses yeux se sont écarquillés en feuilletant les pages. Ça change tout, a-t-il dit, la voix teintée d'incrédulité. Dans quel pétrin est-elle, ai-je demandé, en essayant de réprimer l'élan de satisfaction vindicative qui montait dans ma poitrine. Quel pétrin, a pouffé Thomas. Marc, si ne serait-ce que la moitié de tout ça est prouvable, elle risque la prison pour fraude, vol, et peut-être usurpation d'identité. J'ai hoché la tête, sentant le poids des derniers mois s'alléger un peu. Alors assurons-nous que tout est prouvable. Pendant que Thomas s'occupait de l'aspect juridique des choses, j'ai commencé à planifier ma prochaine action. Juliette s'était toujours souciée des apparences. Son image soignée, son statut social, sa vie parfaite comme sur des photos. Je savais que le coup le plus douloureux ne viendrait pas seulement des conséquences juridiques, mais de la révélation de toute sa toile de mensonges. J'ai d'abord contacté sa famille. Son père, toujours furieux des 4600 € qu'elle avait empruntés, était plus que disposé à m'écouter. Je lui ai remis des copies du dossier, observant son visage devenir de plus en plus rouge à chaque page. J'ai toujours su qu'elle était égoïste, a-t-il marmonné en secouant la tête. Mais ça, c'est criminel. Ça l'est, ai-je approuvé. Et elle va devoir en assumer les conséquences. Sa famille lui a complètement tourné le dos. Même sa mère, qui avait toujours défendu le comportement de Juliette, ne pouvait pas supporter l'ampleur de sa tromperie. Ensuite, je suis allé voir les personnes à qui elle avait fait du tort. L'entrepreneur, le collègue, et même l'homme de sa salle de sport. Chacun d'eux a reçu un colis anonyme contenant la preuve de sa trahison. Je ne m'attendais pas à ce qu'il la confronte directement, mais je savais que cette seule connaissance la entrait. Juliette, bien sûr, a essayé de riposter. Elle s'est lancée dans une frénésie sur les réseaux sociaux, postant des vidéos en larmes expliquant à quel point elle était calomniée et à quel point j'étais obsédé par l'idée de ruiner sa vie. Mais à ce moment-là, plus personne n'écoutait. La tendance s'était complètement inversée. Les commentaires sous ses publications étaient brutaux, l'attaquant sur ses mensonges, ses liaisons et sa manipulation. Des personnes qu'elle appelait autrefois ses amis la condamnaient ouvertement. Et puis est venu le coup de grâce. Un média s'est emparé de l'histoire. Ce n'était plus de simples commérages locaux. C'était une actualité nationale. Une mondaine exposée, la toile de mensonges tordue derrière le scandale. Ils ont diffusé l'histoire pendant des semaines, disséquant le moindre détail, de ses liaisons aux accusations de fraude auxquelles elle était désormais confrontée. Juliette a disparu après ça. J'ai entendu dire par des bruits de couloir qu'elle avait déménagé dans une petite ville d'une autre région, espérant échapper aux répercussions. Mais Internet n'oublie jamais, et les personnes à qui elle a fait du tort non plus. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Les batailles juridiques touchaient à leur fin. Mon nom a été blanchi et le règne de destruction de Juliette était terminé. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que le dossier a révélé bien plus que ses mensonges. Il m'a montré quelque chose que j'avais oublié. Ma propre résilience. J'ai commencé à reconstruire ma vie morceau par morceau. J'ai renoué avec des amis dont je m'étais éloigné, j'ai investi mon énergie dans des passe-temps que j'avais abandonnés, et j'ai même recommencé à fréquenter des femmes. Si vous m'aviez posé la question 6 mois plus tôt,
je vous aurais dit que ma vie était finie. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle ne fait que commencer. Des mois ont passé et la vie a repris un rythme tranquille. Le chaos des manigances de Juliette était derrière moi, et je reprenais enfin le contrôle. Mes matinées commençaient avec un café sur le patio. Mes soirées avec ce genre de solitude paisible que je n'avais pas connu depuis des années. Puis, un matin, j'ai reçu un appel. Monsieur Perrin. La voix à l'autre bout du fil était vive et professionnelle. C'est l'inspectrice Laure Bernard de la brigade financière. Nous enquêtons sur les activités de Juliette Moreau et nous sommes tombés sur quelque chose d'intéressant. Il faut qu'on se voie. La curiosité m'a tiraillé, mais j'ai hésité. Inspectrice, j'ai déjà fourni toutes les preuves que j'avais. De quoi d'autre pourriez-vous avoir besoin de ma part? Elle a fait une pause, puis a lâché la bombe. Il ne s'agit pas seulement de votre affaire. C'est plus gros que ça. Juliette pourrait être impliquée dans quelque chose de beaucoup plus grave. 1 heure plus tard, j'étais assis dans une salle d'interrogatoire stérile face à l'inspectrice Bernard. Elle a placé une pile de documents devant moi, tous plus choquants les uns que les autres. Juliette ne s'était pas contentée de me soutirer de l'argent, à moi et à ses amants. Elle faisait partie d'un réseau plus vaste, un gang organisé d'escrocs qui ciblait des partenaires sans méfiance, vidait leurs finances et disparaissait. Juliette a travaillé avec au moins 3 autres individus, a expliqué Bernard. Son rôle était d'établir des relations, de gagner la confiance et d'accéder aux ressources financières. Une fois qu'elle en avait pris assez, elle passait à autre chose, laissant ses partenaires ruinés financièrement. La tête me tournait. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Juliette avait construit toute sa vie autour de la tromperie. Et que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé en m'adossant à ma chaise. Les lèvres de Bernard se sont pincées en une ligne fine. Nous avons besoin de votre aide. Vos preuves ont été inestimables, mais il nous en faut plus pour démanteler toute l'opération. Juliette est notre lien avec les autres, et vous êtes le seul à la connaître assez bien pour anticiper ses mouvements. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté d'aider. Non pas par rancune persistante, mais parce que je voulais m'assurer qu'elle ne pourrait plus jamais blesser quelqu'un d'autre comme elle m'avait blessé. Le plan était simple, contacter Juliette en faisant semblant de vouloir lui parler. Mon implication devait paraître sincère, comme si je cherchais à tourner la page. Pendant ce temps, les inspecteurs surveilleraient nos interactions, à la recherche de la moindre piste vers ses complices. Il m'a fallu quelques jours pour trouver le courage de l'appeler. Quand j'ai enfin composé son numéro, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. « Marc » a-t-elle répondu, la voix hésitante. « Pourquoi m'appelles-tu ? » « J'ai besoin de te parler, » ai-je dit, me forçant à adopter un ton calme. J'ai beaucoup repensé à tout ce qui s'est passé. J'ai besoin de tourner la page, Juliette. S'il te plaît. Il y a eu un long silence. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, essayant de décider s'il s'agissait d'un piège. Finalement, elle a soupiré. D'accord. Retrouve-moi au café de la Grande Rue demain après-midi. Le lendemain, je suis entré dans le café, la poitrine serrée par un mélange d'anxiété et de détermination. Juliette était déjà là, assise dans une banquette dans le coin, des lunettes de soleil perchées sur le nez. Quand elle m'a vu, elle a esquissé un faible sourire. « Marc. »« Juliette » ai-je dit en me glissant sur le siège en face d'elle. « Tu as l'air différente. » Elle a ri amèrement. La vie n'a pas vraiment été tendre avec moi ces derniers temps. J'ai joué mon rôle, feignant la sympathie. J'ai fait une petite introspection. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tout s'est effondré. J'ai juste besoin de savoir pourquoi. Pourquoi as-tu fait ça? Ses yeux ont balayé la pièce pour vérifier que personne n'écoutait aux portes. Tu ne comprendrais pas, a-t-elle dit à voix basse. Je n'avais pas le choix. Pas le choix, ai-je insisté en me penchant en avant. Tu avais tout, Juliette. Pourquoi tout gâcher? Ses mains tremblaient alors qu'elle remuait son café. J'étais complètement dépassé, Marc. Les gens en qui j'avais confiance, ils n'étaient pas ce que je croyais. Ils se sont servis de moi. Qui? Juliette a dégluti difficilement, ses yeux fouillant encore la salle avec nervosité. Il s'appelle Victor, a-t-elle finalement murmuré, la voix si basse que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Victor Rousseau. Tu ne le connais pas, Marc. Personne ne le connaît vraiment. C'est lui qui tire les ficelles.
Les autres hommes, les faux investissements, les transferts de fonds. Tout vient de lui. Et comment tu t'es retrouvé mêlé à ça, ai-je demandé, gardant mon ton calme malgré l'adrénaline qui pompait dans mes veines. Au début, c'était juste de l'argent facile, a-t-elle avoué, les larmes aux yeux. J'avais des dettes. Des choses que je te cachais, des investissements stupides qui ont mal tourné. Victor m'a approché. Il m'a dit que si je jouais le jeu avec quelques hommes riches, je pourrais tout rembourser. Mais une fois que tu es dans son réseau, tu n'en sors plus. Il a des dossiers sur nous tous. Si je parle, il me détruit. J'ai pensé à l'inspectrice Bernard qui écoutait chaque mot grâce au micro caché dans ma veste. Il me fallait plus de détails. Des preuves concrètes. Où est-il, Juliette? Comment puis-je être sûr que tu ne mens pas encore? Elle a secoué la tête avec frénésie. Je ne mens pas. Il doit me retrouver ce soir. Près du vieux pont de pierre, du côté des anciens entrepôts. À 20 heures. Je suis censé lui remettre ma part d'une dernière escroquerie avant de quitter la région pour de bon. Bingo. J'allais répondre quand la clochette de la porte du café a tinté. Un homme imposant, vêtu d'un manteau de laine sombre, est entré. Le visage de Juliette s'est vidé de son sang. Ses mains se sont crispées sur sa tasse de café. Oh mon Dieu, a-t-elle haleté. C'est l'un de ces hommes. Il m'a suivi. L'homme a balayé la pièce du regard et a verrouillé ses yeux sur notre table. Il a commencé à avancer vers nous, la main glissant à l'intérieur de son manteau. Mon cœur a fait un bond. Le plan était en train de dérailler. Mais l'inspectrice Bernard n'a pas attendu. Police, a hurlé une voix familière depuis le comptoir. Bernard, déguisé en cliente, a sorti son arme et son insigne. Deux autres agents en civil se sont levés de leur chaise. Les mains en l'air. Ne bougez plus. L'homme a hésité une fraction de seconde avant de lever les mains, l'air furieux. Les policiers l'ont plaqué contre le mur et l'ont menotté en un clin d'œil. Les autres clients du café se sont figés, stupéfaits par la scène. Juliette était pétrifiée, le souffle court. Elle a regardé les policiers, puis a tourné son regard vers moi. La réalisation a frappé son visage comme une gifle physique. L'expression de trahison dans ses yeux était presque poétique. Tu m'as piégé, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Tout ça. C'était un coup monté. Je me suis levé, ajustant ma veste. Toute trace de fausse sympathie avait disparu de mon visage. C'est toi qui m'as appris comment faire, Juliette, ai-je répondu froidement. Considère ça comme ma dernière leçon. L'inspectrice Bernard s'est approchée de notre table, le visage grave. Juliette Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, extorsion et association de malfaiteurs. Vous avez le droit de garder le silence. Pendant qu'on lui lisait ses droits et qu'on lui passait les menottes, elle ne m'a pas quitté des yeux. Il n'y avait plus de cris, plus de larmes factices. Juste le silence d'une femme qui réalisait que son château de cartes venait de s'effondrer pour de bon. Le soir même, grâce aux informations que Juliette avait laissées échapper au café, la brigade financière a organisé une descente aux anciens entrepôts. Victor Rousseau et plusieurs de ses complices ont été arrêtés en flagrant délit. Le réseau tout entier a été démantelé. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'inspectrice Bernard pour me remercier personnellement. Les preuves saisies chez Victor ont permis de clore des dizaines de dossiers non résolus. Juliette, face à une montagne de preuves et refusant de plonger seule, avait décidé de coopérer. Elle allait passer de nombreuses années derrière les barreaux, mais au moins, elle ne détruirait plus jamais la vie de personne. Aujourd'hui, je suis assis sur la terrasse de mon nouvel appartement, un verre de vin rouge à la main. Le soleil se couche sur la ville, baignant les toits d'une lumière dorée. Mon téléphone est silencieux. Ma vie est paisible. La vengeance m'avait consumé pendant des mois, me poussant à faire des choses dont je ne me croyais pas capable. Mais en fin de compte, ce n'est pas la vengeance qui m'a sauvé. C'est la vérité. Et pour la première fois depuis des années, en regardant l'horizon, je me sens vraiment, profondément libre.